Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons l'honneur de recevoir Madame de Kergorlet. Bonjour Madame. Bonjour. Il vous est arrivé un bonheur. Vous avez retrouvé les mémoires de Madame Hélène de Chabert. Exactement. Voilà. Un cœur hardi dans la tourmente, de la terreur à la restauration, mémoires inédites, et c'est aux éditions Lacurne, dans la collection, je pense, En d'autres temps. Est-ce que vous voulez nous raconter, s'il vous plaît, comment vous avez retrouvé ces mémoires, ce journal, en fait, c'est un journal? Oui, en fait, ce sont, elle dit, ce sont des espèces de mémoires d'ailleurs. Oui. En réalité, c'est plutôt un récit autobiographique. Oui. Qu'elle écrit en plusieurs phases. Elle écrit 4 fois. Oui. Elle reprend l'écriture 4 fois parce que d'abord, elle n'a pas toujours le temps. Oui. Et puis, elle commence dans un élan affectif parce qu'elle vient de perdre sa mère et qu'elle sent qu'il faut écrire, qu'elle ne peut pas laisser ça dans l'ombre. Alors, comment j'ai trouvé le manuscrit? Ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est lors d'une succession dans la famille. Il a fallu rendre un appartement de Paris, et il fallait le vider assez vite puisqu'il était loué. Oui. Et voilà, mon mari est arrivé un jour en disant « ça c'est pour toi ». C'était un manuscrit Joli cadeau. broché en verre et assez long, un peu plus qu'une feuille A4. Enfin, oui, et à l'intérieur, il y avait une écriture fine à la plume et puis en différents cahiers. Il y avait quelques cahiers qui étaient rajoutés parce qu'elle avait écrit un petit peu plus tard. Mon mari a ouvert ce document et il a tout de suite vu dans cette écriture qui paraissait illisible au début, Oui, la princesse de Lamballe, etc. et tout ce qui s'est passé autour de cette princesse de Lamballe au moment des massacres de septembre. Donc il l'a renfermée et c'est comme ça que ça n'a pas été, j'allais dire, mis éventuellement dans une poubelle et qu'il a pris un intérêt et du coup... ceux qui vivent les maisons... Ceux qui vivent les maisons et qui jettent des choses, c'est hallucinant. On va très très vite. Mais il ne faut pas aller très vite. On ne lit pas l'écriture, on se dit c'est pas intéressant. Et voilà. Et ce document, en fait, a dormi dans un placard, je dirais, tout en haut. Je vois très bien où c'était. Je dirais 70 ans, à peu près. Donc, il a été protégé, à mon avis, parce qu'il était tout en haut. Et puis, ben voilà, il l'a ramené à la maison. Et puis, quelques années après, je me suis penchée sur l'écriture qui était difficile à lire. Difficile. Et je l'ai retranscrit. Déjà, vous avez un grand courage de Oui, faire mais ça. au bout de quelques années, on comprend l'écriture. Oui, c'est incroyable. C'est sûr, oui, il y a une adaptation. Oui. Mais c'est un effort énorme. Oui. Alors, quand j'ai commencé à lire l'écriture, je me suis aperçue qu'il y avait des tas de personnages, mais je ne savais absolument pas qui c'était. C'est ça qui m'a donné qui m'a demandé une recherche très très approfondie. Et c'est seulement quand j'ai eu tous ces personnages de sa vie, voilà, tout l'entourage qui baignait autour d'elle, que j'ai fini par comprendre qui était cette personne. Il y a un appareil critique, il y a une liste des personnages que vous citez, avec des petites biographies, quelquefois des tableaux, des représentations, qui est très très bien fait et qui nous donne le film de l'époque, en quelque sorte. Oui. Et alors on a tendance toujours à ouvrir, parce que dès qu'on a un personnage dans les mains, on voudrait aller jusqu'au bout. Bien sûr. En fait, voilà. Et c'est je dirais, un travail de détective qui m'a beaucoup plu. Et vous avez une très belle préface Oui, alors Ségolène Barbiche, c'est une conservateur général aux Archives nationales. On était assez proches du même quartier, etc. Et elle m'a suivie pendant plusieurs années. C'était précieux, d'avoir une aide comme cela. Elle m'a donné des conseils
pour le plan, pour des tas de choses. Oui, absolument. Et alors, Hélène de Chabert, alors qui est Hélène de Chabert? Alors, Hélène de Chabert est la fille du marquis de Chabert, qui, dans l'Ancien Régime, était un grand marin, puisqu'il finit chef d'escadre, enfin contre-amiral d'ailleurs, au moment de la Révolution. Et il n'y en avait pas beaucoup. Donc c'était c'est un grand personnage. Un grand honneur. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a redessiné les côtes du Canada, de la Méditerranée, de tas de régions, et de façon scientifique surtout. Voilà. Donc le roi lui avait confié tous les instruments adéquats, et il était chargé de restaurer cette marine de l'Ancien Régime que je trouve absolument excellente. Bien sûr. Et qui est donc avec des moyens scientifiques. Et parce qu'il y avait beaucoup d'accidents sur beaucoup de naufrages. Bien sûr, quand les bateaux partaient. Voilà. Il a fait la guerre d'indépendance aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il s'est marié tardivement d'ailleurs. Comme tous les grands. En 1771. Et en fait, il a plus de 50 ans quand Hélène naît en 1777. Mais ça, c'était un grand classique. Tous les officiers, après avoir fait la guerre, rentrent au pays et épousent une jeune femme. Ont une succession. Donc les femmes ont souvent 30 ans de différence avec leur mari. Voilà. Ça, c'est sans problème. Il est certainement très proche de la famille royale quand même, parce que dans les archives, j'ai vu des choses dans les dossiers de mesdames. Et comment se passe la Révolution pour cette famille? Alors, pour la Révolution, lui, il émigre en fin janvier 92. Au départ, je le dis... Où, en Angleterre? Il va d'abord à Bruxelles, et puis il essaie de revenir en novembre 92, et là, il est intercepté à Saint-Denis, heureusement, parce que sinon il était mis à mort. Les décrets d'émigration s'étaient amplifiés, et en fait, plus personne ne pouvait rentrer, en réalité. Donc il repart? Donc il repart à Saint-Denis, et on décrit l'épisode où on intercepte la diligence. Il a juste le temps d'embrasser ses enfants, sa fille et sa femme, et il refile en Angleterre, et pour 10 ans. Ah là là, voilà, donc ils ne se verront pas, oui. C'est première épreuve pour cette Hélène de Chabert. Exactement. Deuxième épreuve, elles vont être incarcérées. Oui. Elles vont être incarcérées. Elles vont donc craindre tous les jours d'être embarquées. Elle est incarcérée avec sa mère à la prison de Port-Royal. Au départ, ils sont surveillés chez eux. Et il y a un garde, un patriote. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'elle dit « J'étais très, très satisfaite d'avoir un grand garde pour moi toute seule. » Je trouve que c'est très joli parce qu'en fait, elle était encore très jeune. À le moment de la Révolution 89, elle n'a que 12-13 ans. Et c'est seulement quand elle rentre en prison qu'elle a 16 ans. Et là, d'ailleurs, elle dit « J'entrais dans le monde ». Elle entre dans le monde, et quel monde? À 16 ans, on entrait dans le monde, et moi, j'entre en prison. Et elle a... c'est ça, j'entrais dans le monde. Voilà. Et elle, bien sûr, côtoie d'autres aristocrates incarcérés, et elle va, bien sûr, tomber amoureuse d'un jeune homme. Cet amour sera partagé, et malheureusement, il montera sur l'échafaud. On peut reprendre d'ailleurs le passage où elle le rencontre, c'est très très joli. Il est à Port-Royal, et si vous voulez. Elle entre en prison en fait je crois que c'est novembre 93 par là. En réalité, la terreur terrible, j'allais dire, c'est vers le prairial, le mois de juin. Alors, ils sont déjà en prison depuis 3 mois. Et puis arrive une famille, la famille de Sombreuil. Et alors, on lui présente, parce que chacun avait sa table pour déjeuner, etc. Puis on les met à leur table. Au bout de quelques minutes, Monsieur de Sombreuil, le fils, c'était le frère aîné de Charles de Sombreuil, qui a péri 3 ans
après à Quiberon, entra. Il apportait, je crois, la carafe d'eau ou quelque autre chose nécessaire au repas. Sa taille était grande, il avait 26 ans, un extérieur franc et ouvert. Il balbutia quelques excuses sur son retard et se plaça près de moi. Et à partir de là, eh bien, tout s'enchaîne. Une très jolie idylle naît. Alors, elles arrivent à passer cette tragédie sans mourir et va commencer une vie dure puisque sa maman, Madame de Chabert, n'a pas grand moyen et que la vie va être très difficile. Et alors là, on fait un constat étonnant, c'est que elles sont accueillies partout. On va beaucoup vivre chez les uns chez les autres. Tout à fait. Tout à fait. Je trouve qu'il y a quand même un certain altruisme dans cette société. On ne laisse pas quelqu'un dans l'ennui. Non, exactement. Et ce ne sont pas des petits séjours de 3 jours, comme on fait maintenant. 3 mois, 6 mois. C'est 3 mois, 6 mois. Ah oui, aujourd'hui, au bout de 3 jours, on fait dégager les gens. Exactement. Il y a même des gens qui n'aménagent pas de chambre d'amis pour être sûr que personne ne vienne. Tout à fait. Mais elle, non, elle reste, oui. Et même quelquefois, elle revient au bout d'un mois, etc. Oui, pendant toute une période, elle a été de château en château. Il ne faut pas embellir. Quelquefois, les séjours ne sont pas faciles. Quelquefois, les autres font connaître leur lassitude. C'est pas toujours... Mais en tout cas, voilà leur vie. Alors, ce qui est étonnant, donc, vous l'avez souligné, c'est cet attachement pour sa mère. Et un attachement que nous allons évoquer par ces lignes, les lignes d'Hélène de Chabert. « Je n'ai jamais rien aimé comme ma mère. Je ne sais plus ce que je vais devenir. Je sens même que ma confiance entière en elle a empêché mon caractère de se former. J'ai 30 ans et je ne sais pas prendre un parti sur les choses les plus simples. À quoi ma volonté m'eût-elle servi jusqu'à présent? Elle était toujours soumise aux siennes. Je t'assure que je ne désire pas que Stéphanie, sa fille, m'aime comme cela. » C'est quand même très, très lucide comme constat. En réalité, elle est en train de découvrir, bien sûr qu'elle adorait sa mère, mais en même temps qu'elle a presque besoin maintenant de vivre elle-même et de former son caractère, de se former à la vie. Elle a une défense en elle qui est très, très forte. Et alors sa mère, on peut en parler quand même. Sa mère, c'est Hélène Barbe Taché, fille de Martin Taché. Et ça, c'est assez intéressant de retrouver cette famille Taché qui vient des Suisses, enfin qui vient de Suisse, du canton de Coire, et qui est venue en France au service des enfants royaux de son grand-père et sa grand-mère. Sa grand-mère était nourrice de Madame Sophie. Et donc voilà, elle aussi a bénéficié d'une protection royale, et on verra après. C'est ça qui est intéressant sous le consulat et l'Empire. Eh bien, Joséphine et sa mère restent liées. Et plusieurs fois dans le livre, elle dit « nous étions parents ». Oui, nous étions. Nous étions parents pour porter le même nom. Bien sûr, la parenté doit être très lointaine. Mais la parenté est très importante dans ces milieux-là. Mais en fait, néanmoins... très, très importante. Jéséphine les a bien protégés. On n'est pas un individu. On est un élément d'une grande tribu, d'une fratrie, d'une grande famille, avec les cousins, les cousines éloignées, les oncles et les tantes. Alors, elle va être mariée, parce que toute jeune fille doit être mariée. Elle va être mariée à un homme beaucoup plus âgé, Monsieur Roland, et qui a la rudesse de lui dire « Mademoiselle, je ne demande pas si vous m'aimez, cela est impossible. Et d'ailleurs, je ne vous aime pas.
Mais n'en aimeriez-vous pas un autre? Et oui, il a bien... C'est d'une lucidité, c'est carré, c'est... Mais oui, à plusieurs reprises, on dit qu'il était très franc. Oui. Il était très franc. Et ça va être une union étonnante. Alors, il n'a d'intérêt que pour sa vie militaire. Il veut guerroyer, il va aller sur tous les fronts. Ah ben, il est commissaire des guerres, donc il s'occupe de l'organisation de l'armée, et donc il suit les campagnes de Napoléon. Il suit les campagnes de Napoléon, et donc il est très souvent absent. Oui. Il est très souvent absent, mais il finit par l'aimer, cette femme qui s'en occupe bien, et alors il y a un attachement très alors elle est délicieuse. Fort. Elle est délicieuse. Elle a senti que son mari avait une tendresse pour une femme. Il va même jusqu'à partir en week-end sans elle à ce week-end. Elle prépare son sac de voyage et elle laisse un petit mot en disant « Riri, bonne nuit ». Bonne nuit, tout à fait. Tout ça est d'une classe. Il n'y a pas de scène, il n'y a pas de... Il n'y a pas de flagrant délit, non. Riri, voilà. Bonne nuit. Et puis du coup, quand il arrive là-bas, il ouvre son sac. Il voit ce petit mot. Il voit ce petit mot. Et finalement, il remballe son sac et il revient. Et il revient là-bas. Il revient. Je trouve que ce livre est une succession de leçons de vie extraordinaires. Oui, ce n'est pas que les événements. La troisième, j'ai envie de dire leçon. La première, donc, c'est qu'il ne faut pas rester trop près de sa mère. La deuxième, il faut savoir parler à son mari. La troisième, c'est qu'il faut savoir se débrouiller dans toutes les situations. Oui. Et cette Hélène Chabert est prodigieuse. Elle a une énergie qui est magnifique. Bon, d'abord, elle accouche toujours toute seule. Ah oui, elle est jamais là. Et alors, elle écrit « Il y a des moments où l'on mettrait des rochers en mouvement. » Oui. Parce qu'en effet, elle est sans arrêt, à court dessous. Tout à fait. Mais je me suis aperçue en relisant le livre qu'elle a de l'énergie dès le départ. Dès le départ, Dès le départ, en réalité. En ça, le titre est bien, parce qu'elle est vraiment hardie. On croit qu'elle est faible, on croit etc. On croit que c'est la jeune femme de Fragonard, là, en réalité, dès 1803, qui ne fait que lire. Dès 1803, quand son père revient d'émigration, il s'aperçoit des comptes, les comptes de la famille. Sa femme a ruiné le ménage. Et finalement, les créanciers arrivent, etc. Et c'est elle qui prend les rênes de la famille. Elle dit, tu ne vas pas gronder maman. Je m'occupe de tout. Mais je vais m'occuper de tout. Mais tu me laisses toutes les rênes et c'est moi qui m'occupe du ménage. Et effectivement, il lui laisse ses revenus. C'est assez étonnant. Et elle qui loue, qui prend une location en 1804 et Monsieur de Chabert meurt en 1805. Enfin, c'est elle qui, effectivement... Qui gère. Oui, qui gère. Alors, une autre chose qui m'a frappée, c'est quand elle retourne probablement sur les lieux de son enfance, les paysans viennent la voir et lui demandent d'aller assister à la messe dans leur église. La lutte des classes n'est pas vraiment là. Non, on est dans un autre monde. Et puis peut-être que tous ces paysans, justement, ont été très lassés de tout ce qui s'était passé. Ils ont compris que... oui, je pense. Que les turbulences étaient trop grandes. Exactement, il y avait eu une lassitude, je pense. Et puis, il y a un autre fait. La paysannerie n'était pas très réjouie par tout ça, c'est que, et ça je l'ai appris dans un livre dont je vais parler après, de Pauline de Vancey, c'est que les paysans ont perdu des hommes, beaucoup de fils dans les guerres napoléoniennes, et que donc, absolument, absolument. On va le voir dans Auguste le Balafré aussi. Et ce sont les jeunes aristocrates qui sont encore vivants, qui vont aider les paysans au champ. Il y a une très jolie amitié entre ceux qui habitent une même terre. Et puis on sait très bien que les paysans n'ont pas pu acheter les biens nationaux, que c'est pas forcément eux. Bien sûr que non, oui. Ils ne se sont pas... C'est pas eux qui... Alors,
cette vie que vous racontez, que vous apprend-elle d'autre? Qu'est-ce que vous voudriez nous signaler? Ah, qu'est-ce qu'elle m'apprend d'autre? Oui, justement, elle m'apprend que on a une idée sur l'histoire, on a une idée sur ce qui sont les représentations, on a des repères. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui sortent du lot comme ça, qui en fait ne collent pas vraiment avec tout ce qui avait été dit. Et moi je m'aperçois qu'elle était effectivement assez libre, même si elle était obligée de demander des procurations à son mari, toujours. Et je m'aperçois qu'elle était capable de devenir directrice de pension. C'est surtout ça. Parce que pour survivre, des amis lui conseillent de prendre ce travail. Exactement, elle aurait pu continuer d'aller squatter chez les uns et chez les autres. Pas du tout. Elle en avait assez. Oui, il y a eu un ras-le-bol. Et du coup, moi j'ai trouvé ça très bien que son beau-frère, qui était le préfet, la conseille, lui dit vas-y, fais-le. Alors que c'était une ville assez loin de Paris, de tous les endroits où elle avait été. Chalon-sur-Saône. Oui, absolument. C'était nouveau. Mais pour n'est-ce pas la preuve que si l'histoire n'est pas faite sur des documents du temps, c'est une pure théorie. Ce sont des théories scientifiques. Tout à fait. Des Absolument. théories. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. En réalité, ce sont des thèses. Tous les historiens disent, qu'il faut revenir au cas par cas. Au cas par cas, puis au texte de l'époque. Par exemple, moi j'ai l'impression qu'on a toujours dit que la tendresse entre les enfants, la mère, enfin bref, dans une famille n'existait moyenne. Je sais que Ariès a soulevé ce sujet-là, est revenu en arrière, mais en fait, il y a une tendresse extraordinaire. Oui, mais tout ça, c'est parce qu'on mettait les enfants en nourrice. Oui. Donc, ils en ont conclu que les mères n'aimaient pas leurs enfants. Voilà, exactement. Ce qui est une conclusion hâtive. Tout le long du livre, il y a une tendresse exceptionnelle au niveau de la famille, de son enfant, de chaque enfant, d'ailleurs. Oui, bien sûr, bien évidemment. Et puis une proximité. Il y a un livre que je voudrais lire, je l'ai sur ma table de nuit. C'est le livre de la comtesse d'Armaillé, Quand on savait vivre heureux. Ah oui. Et c'est de 1830 à 1860. D'abord, le titre est merveilleux. Et le bonheur chez Hélène, j'en ai un petit peu parlé dans l'introduction, et c'est vrai que pour elle, le bonheur, il faut le vouloir aussi. Il faut s'y attaquer. Il faut l'attraper par les cheveux. Oui. Exactement. Il faut prendre la perche là où elle vous est tendue et les mains là où elles sont tendues. Oui. Et c'est ce qu'elle a fait. Il ne faut pas attendre qu'il vous tombe dessus. Non, elle a été frappée à toutes les portes. Elle était... elle était plus hardie qu'elle n'en avait, plus costaude qu'elle. Elle s'est révélée. Qu'elle n'en avait. Elle s'est révélée. Alors je pense qu'en écrivant, il y a aussi c'est une forme de thérapie. Elle guérit toutes les souffrances qu'elle a eues. Oui. Elle se les explique. Et elle comprend ce qu'il faut qu'elle fasse. Et elle se décharge. Et en même temps, elle les analyse, parce qu'il y a une grande analyse dans son texte. Il y a de la philosophie. Elle n'a pas besoin d'aller chez le psy. Non, elle s'analyse. Elle analyse les gens. Elle analyse son comportement elle-même. Et ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Elle est... C'est d'une finesse. C'est d'une finesse de... Et il y a ce côté aussi, alors... de ce qu'on appelle le fort privé, tout ce qui relève de la famille, de ce qui est intime. Alors il y a aussi autre chose. Elle est donc seule toute l'année, sur des années entières, et donc elle est une proie. Toutes les femmes seules sont des proies, et donc des hommes tombent amoureux d'elle. Et alors elle est obligée de les maintenir à distance. Et alors, elle écrit des lettres absolument fantastiques. Je suis mariée. Et puis sa mère lui a indiqué que sa réputation, c'était... En réalité, sa mère a eu de très très bons conseils. Oui. Alors elle n'a pas été élevée au couvent, comme beaucoup de jeunes filles. Et elle a été élevée par les soins de sa mère. Et sa mère était très consciente qu'une fille, femme... Mais finalement, elle l'a très bien éduquée. D'une part, elle écrit très bien, et d'autre part,
elle la met en garde sur toutes les choses de la vie. Et d'ailleurs, on voit que cette société est effrayamment cruelle. La jeune femme Aglaé, qui est sa grande amie, sur laquelle les petites bonnes femmes de province vont cracher en disant qu'elle aussi, je ne sais plus, elle est seule ou elle est... Oui, elle est seule. En fait, elle est séparée de son mari. Elle est séparée de son mari, voilà. Et donc très tôt, et elle vit seule. Elle vit seule, et alors donc du coup on bave sur elle, ce qui est quand même... oui, ça c'est une époque dure, c'est vrai. C'est toutes les époques comme ça. Mais bon, la femme seule est une néanmoins, position. Elle habite avec elle. Je crois que c'est chez elle qu'elle accouche. Absolument. De sa dernière fille. Parce qu'elle est délicieuse, elle est très attente, très généreuse, et très spirituelle. Oui. Voilà. Mais et puis on a, ce qui est joli aussi, c'est tous les dialogues avec Bonaparte. Il y a des entretiens qui sont intéressants et tout à fait inédits. Là. On touche l'histoire. On touche l'histoire du bout des doigts. Et puis après, l'importance de la religion catholique, bien sûr. Tout à fait, oui. Ce merveilleux personnage, Roland... son mari, à la fin, quand il va mourir, il lui dit, tu me préviens, tu dois me prévenir quand c'est l'heure ultime. Et lui qui ne s'est pas beaucoup occupé de religion... Mais je trouve très touchant la mort de son mari, je l'ai relu, et il y a un attachement fort, et il y a un attachement fort, et oui, c'est très touchant. Ils sont très affectueux. Ils sont très affectueux, et... Alors qu'il a continué à habiter un petit peu ailleurs, j'ai l'impression. Oui, mais bon, non, c'est un homme comme beaucoup d'hommes. Voilà. Et donc voilà, elle n'a pas. Roland de Villarceau. Voilà. Et donc elle a eu 3 enfants, donc Polydore, son fils aîné. Oui. Et ensuite 2 filles. Stéphanie. La dernière n'a pas... et Nelly. Nelly n'a pas eu d'enfant et Stéphanie a eu une fille, Marguerite. Cette Marguerite a épousé un monsieur, dans ça, que je ne sais... Voilà, et elle n'a pas eu d'enfant. Voilà. Enfin, il y a eu 2 enfants, mais sans succession. Et du coup, c'est revenu... voilà. Donc le manuscrit, vous êtes arrivé par une succession. Par une succession, oui. Voilà. On rentre dans ce livre avec infiniment de bonheur, parce que c'est donc une jeune femme qui lutte pour survivre. Hein, la vie n'est pas facile pour elle, et cette bataille est très élégante, cette bataille est obstinée, cette bataille c'est une source de leçon. Tout à fait. C'est vraiment une source de leçon. Parce qu'elle est bienveillante, en fait, dans l'ensemble. Oui. Elle est bienveillante. Elle ne dit jamais de mal. Elle ne dit pas de mal. Elle prend la vie de façon positive. Elle pardonne. Elle pardonne elle ne veut pas... les méchancetés qu'on lui a faites. Elle trouve des raisons de... Bon, puis cette langue est magique. Oui. Les phrases sont très jolies. Et les phrases sont très jolies. Elles sont longues, quelquefois. Elles sont longues, elles sont d'une élégance... Et par contre, il y a des dialogues très courts par moment. Ah bah oui, il faut le lire comme un roman, en fait. Il faut le lire comme un roman. Ah non, absolument. En tout cas, vous allez retrouver d'autres mémoires à nous... Alors, il y a les mémoires de son fils, oui. Alors, elle a écrit aussi des précis d'éducation. Tout à fait. Mais on les a pas retrouvés. Les petits livres d'éducation n'ont pas été retrouvés. On imagine un petit peu ce qu'elle aurait pu dire. Parce qu'il y en a eu d'autres. On imagine. Par contre, ce qui m'a beaucoup servi, c'est un petit livre qu'elle écrivait en parallèle, où elle notait, elle mettait les poèmes, elle mettait ce qu'elle aimait bien. Il y a des réflexions à elle. En fait, elle est très réfléchie. Très réfléchie. C'est une tête. C'est une tête mais sans esbrouf, sans vanité, de façon discrète, de façon... Et donc, vous avez les mémoires de son fils. Et j'ai les mémoires de son fils. Alors, évidemment, son fils, c'est la période suivante. C'est donc, c'est un marin, c'est la période de Louis-Philippe, c'est ça, oui, tout ça. Mais c'est intéressant, mais alors c'est beaucoup plus politique. C'est un garçon. C'est un garçon, donc bien sûr. Il ne va pas raconter... Non. Ici, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'elle ne voulait pas être publiée.
C'est ça. Oui. C'est pour ça qu'elle est sincère. Oui. J'ai eu la joie de retrouver son testament. Et le testament m'a ouvert tout un horizon. C'était la clé. Elle ne voulait pas que son document soit lu uniquement par ses enfants et quelques amis très proches. Ouais. Alors c'est pour ça que dans l'introduction, je m'excuse presque. Non, mais là, enfin, voilà, là vous n'avez pas à vous excuser parce que vous servez. D'abord, vous servez l'histoire, ce qui est un devoir. Oui. Vous servez l'histoire, vous avez fait des études d'histoire, c'est pour partager cette science que vous avez. Mais c'est pour ça qu'elle est sincère. Et en plus de ça, c'est une leçon de vie qui, ma foi, est toujours bonne à prendre pour les personnes des siècles postérieurs. Bah oui, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Hélène, Madame de Kergorlay, pour ce cœur hardi dans la tourmente, de la terreur à la restauration, mémoires inédits, et publié chez Lacurne. Et il faut remercier votre éditeur, oui, bien sûr, Monsieur de Fuggerolles, d'avoir. Oui, je suis très reconnaissante. Je vais partager avec vous d'autres lectures qui sont du même, de la même atmosphère, un peu de la même écriture, qui sont alors d'abord Royalement vôtre de Pauline de Vancey, c'est chez Pierre Tecky. Alors c'est pour un public de jeunes, mais moi j'y ai pris un plaisir fou, j'ai passé ma soirée et je l'ai dévoré. C'est l'histoire c'est un roman de la famille du marquis de Brettig qui quitte Paris avec sa famille au moment du retour de Napoléon, parce que tout simplement le père du marquis a été tué. Donc, il n'a pas envie de rester à la cour. Et le roman s'ouvre, c'est Madame de Brettig qui est malheureuse parce qu'elle n'arrive pas à trouver de maître d'hôtel. Se présente un jeune homme magnifique, très distingué, qui connaît bien évidemment tout l'ordonnance d'une table et d'une maison, et que la fille aînée de la maison surprend en jouant Bach divinement. Donc le mystère est créé. Ce jeune homme n'est visiblement pas un maître d'hôtel comme les autres. Il va disparaître et les 3 enfants de la maison vont chercher à le retrouver, parce que s'il a disparu, c'est qu'il a été enlevé. Je n'en dis pas plus. C'est très, très joli. C'est plein de gaieté. C'est plein d'humour. Et ça donne exactement... c'est la même atmosphère que dans votre livre, mais c'est écrit par Pauline de Vancey aujourd'hui. Et puis, il y a quelqu'un que j'ai souvent reçu ici, c'est Armand Bérard, qui a fait une très jolie saga pour laquelle je l'ai invité, qui s'appelle Le roman de la Durbelière. C'est 4 tomes d'histoire de la même famille et qui va vivre la Révolution, l'Empire, et la Restauration. Oui, tout à fait la même époque. Et c'est donc, on suit le sort de chacun des enfants et des amis des enfants. Et c'est très intéressant et c'est aussi d'une grande vérité. Et puis, Armand Bérard écrit, c'est un tout jeune homme. Il est professeur à ses heures perdues, si je puis dire, et il écrit fort bien. J'en termine avec Armand Bérard. Je ne parle pas de son nouveau livre qui est devant moi. Il a écrit la biographie de Auguste le Balafré. Auguste, c'est Auguste de La Roche-Jacquelin. C'est donc le frère du héros de la Vendée, sous-titré « Une épée au service de la légitimité ». Et en fait, Auguste le Balafré, bien parce que il a participé aux guerres napoléoniennes et comme le personnage né de cuir de la Varande, il a reçu une balafre. Alors ça aussi, c'est très intéressant parce qu'on vit l'histoire de ce jeune homme qui, après avoir beaucoup guerroyé, est mort dans son lit, à la différence de ses frères.
Et puis un livre, alors ça c'est publié aux éditions Le Lys et le Lin, qui est une maison qui a été fondée par Armand Bérard. Et 2 livres qui sont plus populaires, qui touchent plus les paysans de ce temps. Et ça, c'est un homme qui s'appelle René Charrier, qui a écrit donc Marie-Jeanne la Vendéenne, 1792, temps de paix, temps de joie, avec un jeu de mots, le temps qui passe et temps de joie, T-A-N-T. Et puis, en collaboration avec 2 autres personnes, et puis un livre de Jacques Chauvet, Creux d'histoire, brève chronique vendéenne, qui sont aussi bien la vie de tous les jours dans les villages vendéens. Ah, ça, c'est intéressant. Et ça, c'est passionnant. Elle ne parle pas du tout de la Vendée, elle. Non. Mais non, parce non. qu'elle est en prison à ce moment-là. Bien sûr, et puis elle est... Elle a été en prison et puis son lieu de vie, c'est Chartres, c'est... Oui. Il y a quelque chose d'étonnant aussi, c'est tout le récit des diligences. Ah oui, alors justement, elle met un temps. Il y a l'épisode où son fils est perdu dans une diligence. Qui doit être baptisé. Il doit être baptisé à la Malmaison. Et là aussi, la panique, il n'y a pas de costume. On va prendre le costume du fils de Madame Estève, la femme du trésorier des finances, enfin bref. Et puis, surtout, le fils doit... Elle est à Heudicourt, chez les Estève, et du coup, elle veut faire ramener son fils qui est chez son instituteur, qui est en pension. À Chartres, elle veut le faire venir à Paris. Alors on le met dans une diligence de Chartres à Paris, et la personne qui devait le recueillir à Paris est partie à la campagne et n'est pas là pour le recueillir. Du coup, il aboutit dans un couvent. Oui. Le cocher est merveilleux parce qu'il n'abandonne pas l'enfant. Non, mais il dit mon petit, je retourne à Chartres, je vais en parler à ta famille. Enfin, pendant ce temps-là, le pauvre, il dort dans une étable. En fait, c'est effrayant. Cet enfant perdu. Oui, je sens votre cœur de mère, c'est sûr. Et elle aussi, elle a été très inquiète, mais aller faire voyager les enfants comme ça dans des diligences tout seul, pas accompagné par quelqu'un. Aujourd'hui, on ne le ferait pas. On est étonnés de ça. On paye quelqu'un à la SNCF. Oui. Non, il y a même un service sur gens de confiance. Il y a un service qui permet de confier à des jeunes filles qui font on est étonnés des voyages. Nous, ils prennent des risques, ils prennent tous les risques. Et ça dure longtemps. Son passage en bateau, là, dans une barque aussi, c'est effrayant. Oui, non, c'est effrayant. On était beaucoup moins protégés qu'aujourd'hui. Oui. Et donc, je pense que ça faisait des enfants un peu plus costauds. Mais oui. En tout cas, notre vedette, c'est vous, Madame de Kergorlet, avec votre Hélène de Chabert, un cœur hardi dans la tourmente. Oui, mais c'est grâce à vous, c'est vous qui avez décrypté son journal. Donc, il faut vous rendre hommage. Et nous vous remercions de cette plongée dans ce monde de la Révolution et d'après la Révolution. C'est encore une fois une source de bonnes leçons. Merci beaucoup. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Monsieur Cyril Farret-d'Astier. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Pour un livre très intéressant qui s'appelle Un heureux anniversaire, essai sur les 50 ans du missel de Paul VI, et c'est publié chez notre ami Guillaume de Thieulois, Presse de la Délivrance, qui porte très joliment son nom. J'introduis cette émission en disant que ceux qui ne font pas partie des talas, comme on le disait à Normal dans les années 30, c'est-à-dire ceux qui vont à la messe, trouveront beaucoup d'intérêt aussi à cette émission, puisque je crois que le grand vent de réforme qui s'est abattu sur notre Église et sur notre messe les concerne tous. D'abord parce que qui affaiblit l'Église affaiblit notre société,
on le voit tous les jours, et que ce vent de réforme s'est abattu sur tous les autres domaines de notre vie, et que donc il est très bon d'analyser ce qui s'est passé dans l'Église pour après s'ouvrir sur les autres domaines de la vie en société. Alors, vous n'êtes pas, monsieur, un enfant qui a été élevé dans l'encens et dans les églises très traditionnelles depuis la naissance. Vous êtes un converti. D'une certaine manière, pas tout à fait, mais il est vrai que moi, j'utilise le vocabulaire de l'ennemi. Oui, j'ai effectivement découvert et connu cette forme liturgique, ce missel, à la fin de l'adolescence, un peu au début de l'âge adulte. Je pense que je le cherchais inconsciemment depuis un certain temps, parce qu'en fait, ce qu'on m'avait proposé dans mes parcours catéchétiques, dans les écoles dans lesquelles j'avais été scolarisé, en fait, ça me semblait un petit peu de l'eau tiède. Ça ne me semblait pas de nature à nourrir et à répondre à l'enjeu qu'on me proposait par la foi et par la relation qu'on me demandait de construire avec notre Créateur. Et en découvrant finalement à l'âge de... je sais plus, ça s'est fait en plusieurs étapes, mais vers 16-17 ans, l'ancienne messe, je me suis dit, là enfin je trouve de la cohérence, et si Dieu est Dieu, effectivement, là tout s'exprime magnifiquement, et ça vaut le coup. Et j'ai envie de poursuivre et de mieux comprendre. Voyez. Et aujourd'hui encore, à chaque messe, c'est ce que je me dis, en découvrant ce trésor, j'ai envie de grandir. J'ai envie de dire comme vous, que en fait cette révolution qui s'est effectuée nous a permis à nous d'approfondir et de savoir pourquoi chaque geste était ainsi et pas autrement, pourquoi on soulevait la cape, pourquoi. On ne le savait pas, on vivait avec ses habitudes, mais tous les livres qui sont sortis pour expliquer, j'ai envie d'évoquer le livre de l'abbé Barthes, La messe, une forêt de symboles, ça nous a permis de mieux la comprendre. Nous l'aimions sans la comprendre, mais c'est encore mieux de l'aimer en la comprenant ce qui se passe. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a une réflexion de quelqu'un que j'ai entendu à Rome, puisque je suis allée 3 fois, je crois, à des pèlerinages du motu proprio organisés à Rome par Paix liturgique et l'abbé Barthes. Et j'ai entendu des conférenciers absolument extraordinaires nous expliquer 1001 choses, notamment la nécessité de la répétition. Je ne suis pas digne a été raccourci. Tout ce qui a pu être raccourci et qui a été répété 3 fois a été raccourci. Et l'un des conférenciers disait mais la répétition a un sens. Et il a une réponse philosophique. La répétition supprime le temps. Ce que j'ai trouvé extraordinaire. Et vous, hors micro, vous m'avez donné une autre une explication de cette répétition. Pouvez-vous nous la redire ? Il me semble que de toute façon, c'est propre à toute prière. On le voit dans d'autres religions. Hein. C'est d'ailleurs pas propre à la religion catholique et à la liturgie ancienne. Oui. On le voit dans le bouddhisme, dans l'islam, on le voit un petit peu partout. Mais c'est évident. C'est même d'ailleurs le but de notre passage sur la terre, en fait. C'est par cette répétition des prières, finalement, petit à petit, nous transformer, nous préparer, demander à notre Père de nous aider, y compris dans les choses tout à fait contingentes du jour, mais surtout de nous transformer intérieurement pour pouvoir enfin goûter à la Jérusalem céleste le jour de notre mort, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans. Ou demain matin. Ou demain matin, exactement. Voilà. Et c'est vrai que cette répétition a disparu. Le Concile le demande d'ailleurs, en fait, dans le texte sur la liturgie, dans le Concile. Ça, c'est pas une déformation. Non, il est demandé de simplifier justement les répétitions dites inutiles. On aimerait d'ailleurs comprendre ce qui était censé être inutile. Comment un signe de croix peut-il être inutile ? Même si évidemment il ne s'agit pas de savoir les orthodoxes qui se signent en permanence. Alors évidemment, il ne s'agit pas de savoir s'il en faut 10, 50, où est la jauge. C'est pas l'idée. Non. L'idée, en revanche, c'est de concevoir effectivement la répétition
comme quelque chose de bon, de profond, qui nous aide à nous marquer, à prendre conscience des choses, à nous mettre en présence et à nous sortir du monde également. Et puis, il y a cette réflexion que vous nous donnez de Martin Mosbach, qui doit être allemand, je crois, qui, lui aussi, n'aime pas trop cette nouvelle messe, et qui dit que dans l'ancienne, on ne risque pas de sortir de l'église dans la peau d'un critique de théâtre. J'ai bien aimé, parce qu'en effet, si dans cette nouvelle messe, il y a interprétation, chacun fait absolument ce qu'il veut, et quelquefois on sort bien triste quand on est obligé d'aller dans une autre messe que... Ou alors, à contrario, on entend parfois on a eu une belle messe. Oui. En réalité, ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien. Oui, absolument. Les phases liturgiques correspondent à telle ou telle fête de l'année. Voilà, il y a une gradation dans l'usage de l'encens, de tel ornement, mais qui correspond à une fête. C'est quelque chose, en fait, qui nous aide à respirer, là aussi. Et on n'est pas dans des choix. C'est quelque chose, au contraire, qu'on reçoit et qui nous fait grandir. Et moi, je crois profondément qu'en fait, il s'agit de redécouvrir un patrimoine commun. La messe la messe ancienne, c'est pas la messe des tradis. Non, c'est la messe de l'Église. C'est le patrimoine commun de l'Église latine. Évidemment, oui. Voilà. Évidemment. Et je crois que beaucoup de gens, en fait, seraient très heureux de la découvrir et d'en vivre. Et en réalité, il me semble pas, mon expérience partout où je suis passé me prouve que dans les lieux où est célébré ce missel, en réalité, on trouve beaucoup de gens qu'on pourrait considérer comme convertis, enfin des gens qui ont découvert cette messe à un moment de leur vie. Oui, beaucoup. C'est ça d'ailleurs qui agace un certain nombre d'évêques, de cardinaux, voire même notre pape, qui comprend que les vieux, il faut les laisser avec leur vieille manie, mais que les jeunes, ça c'est pas normal. C'est ça. D'ailleurs, il vient de prendre une décision terrible. Les nouveaux instituts ne sont plus décidés et autorisés par les évêques, ils sont autorisés à Rome. Et donc, plus aucun institut... c'est un danger pour... c'est un risque, mais c'est curieux, alors que dans le même temps, on a parlé de donner davantage d'importance aux conférences épiscopales. En fait, on voit qu'il y a une centralisation, effectivement, sur ce sujet qui est assez curieuse. Alors, dans ce livre extrêmement intéressant, parce que vous nous donnez d'abord votre trajet personnel, ce qui est très intéressant, et vous analysez petit à petit, d'abord historiquement, comment tout cela est-il venu. Et alors, pour vous, quelle est la cause de ce grand vent de réforme d'après-guerre ? Alors, j'essaie de le dire au début du chapitre qui est consacré effectivement à cette petite chronologie. Je pense que c'est pas évident de bien cerner pourquoi on en est arrivé là. Il y a beaucoup de causes. Il y a beaucoup de causes. Elles sont multiples, elles viennent probablement de très loin en partie. Nos amis les protestants. En partie. Enfin, l'esprit qui a conduit à la réforme, peut-être encore davantage que nos amis les protestants. L'esprit des Lumières, le libéralisme, beaucoup de choses, y compris peut-être même le gallicanisme. Mais si on essaie de rester dans les années clés, les décennies qui tournent autour du Concile et de l'adoption et de la promulgation de la Nouvelle Messe, je pense qu'il y a quand même une chose qui est le besoin de nouveauté, le besoin de changer, l'esprit l'esprit progressiste qu'on voit encore à l'œuvre dans la société, qui croit que de la nouveauté vont sortir et surgir des choses bonnes parce qu'elles sont nouvelles. C'est l'exact contraire de l'esprit religieux. La nouveauté, c'est l'avènement du Christ. Ça a 2000 ans. Et en fait, il n'y a rien de neuf depuis. Rien. Les manières de l'exprimer, peut-être, se sont petit à petit stratifiées. En latin, c'est nil nove sub sole. Exactement. Ni novi sub sole. Rien de neuf sous le soleil. Je ne sais plus beaucoup de choses. Très pointu, mais voilà, je crois que cet esprit-là, et puis un esprit justement qui a voulu rejoindre le monde. Ça, le Concile Vatican II en est plein de cette idée.
de rejoindre le monde là où il est à ce moment-là. Mais en plus, on constate que c'était extrêmement daté tout ça, parce que ça fait déjà pour le Concile plus de 50 ans et pour la Nouvelle Messe 50 ans. Et il y a un côté finalement un peu naphtaline dans tout ça, je trouve. Ah ben la mode, c'est ce qui se démode le plus vite. Exactement. Alors que finalement, l'ancienne Messe, c'est un patrimoine culturel tellement fort, tellement puissant, que tout nous y renvoie, tous nos musées, tous nos monuments, toutes nos expressions, quand on a un tout petit peu encore de culture française, tout cela nous ramène à ce patrimoine commun qui nous vient des apôtres pour partie, et qui petit à petit a pris place dans l'Église universelle. Mais c'est ce qu'avait bien vu Jean Madiran quand il a répété ad nauseam, c'était tous les jours dans ses articles. L'Église n'a pas à s'adapter au monde. Bien sûr. L'Église n'a pas à s'adapter au monde, et son slogan, rendez-nous l'Écriture, le catéchisme et la messe. Et c'est amusant de voir ces jeunes sur les parvis des églises fermées dire aujourd'hui rendez-nous la messe. Ce qui d'ailleurs devrait s'adresser aux évêques, parce que cette formule, c'est une formule qui s'adressait aux évêques. S'adresser à la République pour lui demander de nous rendre la messe a un petit côté naïf, parce que l'obsession de la République, c'est de s'en débarrasser. Ouais. Vous, ce problème donc des causes étant... vous dites aussi que la messe dite sur les champs de bataille, la messe dite par les prêtres ouvriers dans les usines, la messe dite par les aumôniers scouts a permis aussi cette évolution, puisque évidemment... Mais parce qu'il y a eu des conditions humainement très particulières lors du premier et du deuxième conflit mondial, qui n'ont pas permis, évidemment, à la liturgie de se dérouler comme elle devrait l'être. Oui. Donc on a pris certaines libertés, c'était tout à fait normal dans ces circonstances-là, mais on a cru naïvement, et il y a eu un sursaut de foi indéniable, et on a lié les deux, et on a cru en fait qu'en trouvant de la liberté dans la manière de rendre le culte, on allait faire perdurer cette possibilité de faire jaillir une foi plus vive chez les fidèles. Mais c'était complètement illusoire, parce qu'en fait, les circonstances, Dieu merci, qui étaient celles d'un camp de concentration ou d'un nauflag ou d'une tranchée, évidemment ne sont pas celles des fidèles dans leur quotidien, dans leur paroisse, et dans un temps apaisé. Il y a une grande naïveté, effectivement, par cet aspect-là. Ce que dit le cardinal Newman: les usages et les rites de l'Église n'ont pas de raison d'être en eux-mêmes. Ils ne se soutiennent pas d'eux-mêmes. Ils ne se suffisent pas eux-mêmes. Ils n'ont pas la signification d'une fin en soi, mais ils défendent un fond substantiel. Ils abritent un mystère, ils défendent un dogme, ils représentent une idée, ils prêchent la bonne nouvelle, ils sont les canaux de la grâce. Ils sont la forme extérieure d'une réalité ou d'un fait intérieur. C'est une très jolie définition du rite. Tout à fait. Il y a une autre définition que vous donnez qui est très jolie, c'est le rite est une joie ou un chant, je vais retrouver mon petit papier. Don Gérard, ça. Il y a Don Gérard, absolument. Oui, évidemment. Donc Gérard, et Alcuin aussi, qui disait que c'est la joie de Dieu. Don Gérard le citait souvent. Le rite, c'est la loi. C'est la joie de Dieu. C'est ça. C'est très très beau, et c'est très très vrai quand on petit à petit, parce que là aussi c'est tellement grand. Ce qu'abrite la liturgie, ce n'est qu'un abri, puisque en fait ce qui est important, c'est la réalité que ça recouvre, qui est notre Seigneur lui-même. C'est la rencontre effectivement avec Dieu à travers la liturgie. Mais tout ce qui recouvre cette réalité tellement immense qu'on ne pourrait pas la saisir sans tous ces rites, sans toutes ces petites choses accumulées, c'est tellement grand que petit à petit,
parce que je pense qu'on ne peut pas le saisir du premier coup, il y faut une vie, et une vie n'y suffit probablement pas d'ailleurs, dont Gérard, à mon avis, continue à découvrir des choses chaque jour, en chantant l'office, etc. Évidemment, ça procure de la joie, puisque et c'est une joie réciproque, Dieu se donne à nous et nous le rejoignons. C'est notre éternité, en fait, qu'on touche déjà. C'est notre éternité. Si on n'a pas de goût pour la liturgie, mais le ciel va être un pain somme. Le ciel, notre éternité, sera une participation à la liturgie divine. Évidemment, sans tous les oripeaux que nous avons uniquement à notre usage terrestre, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais la réalité, c'est ça. Et la réalité, c'est ça. Notre éternité sera une éternité liturgique. Alors, vous listez la quantité de faits et gestes au cours de cette messe qui ont été éliminés. Bien évidemment, la disparition de la soutane, la disparition d'un certain nombre de rites au pied de l'autel, la place des femmes dans l'église, enfin, tout ce grand vent, encore une fois, qui a balayé. Mais ce que je trouve, et puis la suppression de la hiérarchie épiscopale, plus de trône, plus de crosse, plus de... Nous sommes tous égaux. Il ne faut pas l'oublier. Nous sommes tous égaux. Mais vous montrez bien, et c'est les 2 derniers textes que vous donnez dans votre livre, que et Paul VI et le cardinal Journet nous ont prévenus que ça serait très dur, que nous allons être très tristes et que ça allait provoquer beaucoup de souffrance. Alors, c'est tout de même étonnant ce changement qui est fait pour nous causer beaucoup de souffrance. Je crois qu'effectivement, on a eu conscience qu'il fallait, enfin, les réformateurs, qu'il fallait briser un patrimoine qui avait fait ses preuves, dans l'espoir qu'on allait pouvoir rejoindre le monde moderne et servir de levain dans la pâte. Bon, le constat est effroyable. On voit que de toute façon, c'est un immense échec. Ce n'est qu'un échec. Il ne reste plus pierre sur pierre. Personne aujourd'hui n'oserait nous soutenir les yeux dans les yeux que la réforme et toute la pastorale issue du Concile ont réussi à quoi que ce soit. C'est un leitmotiv dans la presse, les missalissants, comme on dit. Les missalissants ont diminué, l'Église est en perte de vitesse, c'est un grand plaisir des journalistes. Notre gouvernement de ce qu'est une prière le prouve. Les préfets sont incapables aujourd'hui de comprendre ce qu'est une prière, ce qu'est une messe. Quand ils n'en sont pas très capables, mais qui luttent contre. Parce que il faut tout de même pas non plus négliger que la République est une machine depuis 2 siècles à lutter contre nos... Il faut pour cela, chers amis de TV Liberté, lire... Ça est écrit sur le Salon Beige, le fantastique discours de Jérôme Triomphe devant, je pense, une église de Saint-Maur-les-Fossés. Il faut lire ce texte qui est magique, parce que d'abord il est très ironique, comme tout ce que fait Jérôme. C'est toujours fait dans la joie, et il dit carrément, oui, vous voulez protéger la vie, mais comment pouvons-nous dire que vous que vous protégez la vie quand vous assassinez les vieillards dans les EHPAD, vous facilitez l'avortement jusqu'à plus soif, et tout. Donc c'est un texte très important. Et il parle carrément de 3e spoliation. Donc c'est important de le savoir. Parce que je crois que tant qu'on ne le sait pas... Alors... Souffrance donc bien dite par Paul VI, qui a tout de même parlé des fumées de Satan. Oui. Pas uniquement au sujet de ce qui se passait dans la liturgie, de manière plus globale, mais on voit déjà de toute façon, dès après le Concile, effectivement, que tout craque partout, que les autorités religieuses ne maîtrisent plus rien, et ne maîtrisant plus rien, les acceptent en espérant, comme ça, garder la main et accompagnent finalement ce désastre qui n'en finit plus de porter ses fruits, malheureusement. Voilà, et je crois sincèrement, encore une fois, que si la liturgie n'est pas restaurée, rien ne sera restauré. Je crois que c'est vraiment la chose qui doit être
première. Je ne dis pas que c'est le seul problème, pas du tout. Évidemment, il y a un problème de catéchisme, de transmission de la foi. Il y a de droit canon, même aujourd'hui, par certains aspects. Mais il faut que la liturgie soit restaurée en premier pour que les choses puissent se mettre dans l'ordre et porter leurs fruits ensuite. Vous évoquez la chanson de Paul Naref, Nous irons tous au paradis. Évidemment, les instructions sur les fins dernières ne sont absolument plus, tout a disparu. Plus données. Et non, malheureusement non. Nous n'irons pas tous au paradis. Malheureusement, en tout cas... bien malin. Alors il y a d'autres souffrances encore que celles signalées par Paul VI et le cardinal Journet. Aujourd'hui, c'est celle de ce qu'on a appelé dans un joli livre les sans-papiers de l'Église. C'est comme ça que je vous ai rencontré. C'est devant une église fermée. L'église de la chapelle de l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye. Que faisiez-vous devant cette porte de chapelle? Eh bien, à Saint-Germain-en-Laye depuis plusieurs décennies, mais de manière très concrète depuis 2007 et le motu proprio libérateur de Benoît XVI, Summorum Pontificum, des habitants de Saint-Germain demandent une messe, un rite extraordinaire. Exactement, à Saint-Germain. Sachant qu'il existe 2 églises ou chapelles importantes inoccupées le dimanche matin, fermées à clé. Bien sûr. Et que les autorités épiscopales, parce que je pense que le problème vient de là, refusent de voir mise à la disposition d'une communauté importante, vous l'avez constaté, variée, nous étions nombreux, sous un petit soleil bien froid. C'est ça, mais sympathique. Refusent encore aujourd'hui. Il y a une espèce de... C'est assez curieux, il y a une espèce de lutte des classes dans l'Église autour de ce sujet. Qui s'explique par plusieurs raisons, mais qui est quand même assez mystérieux, quand on constate qu'aujourd'hui, une partie non négligeable des forces vives qui restent dans l'Église, en tout cas en France pour ce que je connais, provient de ce même monde tradit, entre guillemets, c'est toujours difficile de définir. Mais pourquoi donc s'acharner ainsi sur ces communautés, sur ce monde? Alors, nous n'allons pas développer ce sujet parce que je deviendrais très mal élevée et peu respectueuse, donc je vais me censurer. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça a une grosse conséquence. C'est que toutes les églises vides sont détruites par la République. Mais oui. La belle église Saint-Joseph de Lille va être tombée. Saint-Jacques de Abbeville est tombé. Pas à Lyon, il y a une autre église qui est menacée. Nous sommes qu'au début du processus. Et ils vont dire, ces églises sont vides, donc si l'église avait un tant soit peu de volonté on parle d'évangélisation toute la journée, l'évangélisation, ça se fait pas forcément au bord du lac du Tibériade. Ça se fait aussi dans une église, en tout cas c'est comme ça depuis 20 siècles. Il fallait garder ces églises, et il fallait les remplir et donner ces églises à des capitaines qui ont un équipage extrêmement nombreux. Ne pas comprendre ça, c'est tout de même assez effrayant. Alors, il y a une dernière petite chose que je voudrais vous dire, parce que c'est l'objet d'une de mes constatations. Il y a eu aussi un changement dans les textes, dans les traductions. J'ai un missel Feder, c'est donc un missel des années 50, et quelquefois j'ai un autre missel dans les mains, et j'ai constaté, en ayant le missel Feder dans les mains, le 19e dimanche après la Pentecôte, que mon texte n'était pas le même que celui qui était dit à l'autel. Et c'était quand même très très étonnant. Je livre à votre réflexion et à la réflexion des téléspectateurs. C'était le texte, c'est une lettre de saint Paul aux Éphésiens. Ne vous couchez pas sur une faute. Si vous êtes en colère, entre parenthèses, s'il le faut, fermez la parenthèse, confessez-vous le soir pour ne pas dormir sur cette faute. Très bien, ça c'est Feder.
dans les missels contemporains, on n'a plus le droit d'être en colère. Le « s'il le faut » a été supprimé. C'est-à-dire, soyez des moutons. Mais vous savez que alors, je l'évoque, moi j'ai découvert ça chez Yves Daoudal, sur son blog, très intéressant. Le blog d'Yves Daoudal, tout simplement, Yves Daoudal, vous tapez tous les jours et vous aurez une information fantastique. Il y a des psaumes qui ont été censurés dans la réforme de la récitation du bréviaire. Oui, alors pourquoi parce que justement, ça exprime de la colère ou de la violence. De la violence. Donc on censure le bon Dieu, vous voyez. C'est pas bon. On censure l'écriture parce que non, on ne peut pas dire ça. C'est ça. Mais de toute façon, c'est toute la problématique des traductions, d'où l'intérêt, mais enfin ça c'est connu, archi connu, d'une langue liturgique qui est fixe. Et voilà. Oui, c'est déjà ça dans littérature, traduction, trahison. Exactement. Mais là quand même dans le rite catholique. Et puis il y a aussi, moi j'avais découvert ça de manière assez étonnée une fois où je n'avais pas pu faire autrement, j'étais à l'étranger pour une messe de la Toussaint, et après j'ai creusé. Effectivement, en fait, les évangiles, les textes qui sont proposés en deux versions, une version longue, une version courte, en fonction de l'état d'esprit de l'assemblée, je ne sais quoi. Ouais. En fait, le problème de la nouvelle messe, parfois certains disent non, mais si elle était célébrée comme il faut, comme elle a été prévue d'être célébrée, ça irait. Mais il n'y a pas de manière prévue. En fait, tout est laissé à la libre interprétation et au choix. Bien sûr, vous pouvez dire la messe en latin. C'est possible. Mais elle n'a pas été faite pour ça, c'est pas une obligation, et au contraire, elle a été faite vraiment pour parler dans la langue des hommes d'aujourd'hui, ici et maintenant. Voilà. Elle est construite sur ces difficultés initiales, sur des fondations extrêmement faibles et poreuses. Donc, malheureusement, alors que ce trésor nous a été rendu par Benoît XVI et un peu par Jean-Paul II précédemment, mais profitons-en, ne nous posons pas de questions, retrouvons ce trésor commun. Et rappelons la citation du cardinal Poupart, homme de grande culture: « J'observe que la culture de tolérance tolère tout, sauf l'absolu de la vérité. » Ça, c'est quand même très bon. Puis je voudrais terminer par ce texte de Madiran, parce qu'il est fabuleux. Et je crois qu'il est bon de le répéter aujourd'hui. Il est bon, et puis alors, il est très ironique, il est très insolent. Parce qu'on présente les catholiques comme des gens très obéissants, donc très cons, pardonnez-moi l'expression. Une certaine conception de l'obéissance, effectivement. Mais là, si vous voulez, on retrouve et ça s'adapte parfaitement à la situation d'aujourd'hui. Tout à fait. C'est rédigé en 68. Et ça a été réédité par Via Romana. Il faut acheter tous les ce livre. Bien sûr. Ça s'appelle L'hérésie du XXe siècle. Ça a été réédité il y a 1 an, je crois. Il faut vraiment se le procurer et le lire. Vous vous êtes bien trompé en imaginant que nous marcherions n'importe où et accepterions n'importe quelle religion par séidisme, du moment que les directives nouvelles auraient la garantie épiscopale. Nous n'obéissons pas aux farces. Parce que nous prenons très au sérieux l'obéissance et l'autorité, nous savons depuis toujours qu'aucune obéissance aux hommes ne peut prétendre nous faire aller contre l'obéissance à Dieu et à ses lois, qui sont la loi naturelle ou décalogue et la loi du Christ ou évangile. Vous n'avez rien compris à l'agenouillement d'un homme libre, libre de la liberté du Christ notre Seigneur. Vous aurez affaire maintenant à la profondeur, à l'étendue, à la hauteur du refus d'un homme libre. La liberté que vous n'avez pas aperçue dans l'agenouillement et l'adoration, vous aurez à en faire connaissance dans l'opposition radicale à laquelle vous vous heurterez désormais. Vous aurez à connaître ce qu'est la liberté du chrétien. Vous ne l'avez pas reconnue dans sa dévotion, dans sa discipline, dans sa patience. Vous la subirez dans son refus légitime des idolâtries du monde. Voilà, avis à la population. Tout à fait. Non, mais c'est un texte tout à fait d'actualité. Et je vous remercie de nous l'avoir donné. Ce livre est très, très beau. Cyril Faret d'Astier, Un heureux anniversaire, essai sur les 50 ans du missel de Paul VI, aux presses de la délivrance, et la messe forêt de symbole de l'abbé Barthes, l'hérésie du XXe siècle de Jean Madiran, et puis
Et puis allez aussi sur le blog de Yves Daoudal qui, entre 3 réflexions politiques, en 3 lignes, extrêmement bien lancées, nous donne, parce qu'il a un amour de la liturgie, il nous donne des vies de saints, tout à fait étonnantes, il nous donne des poèmes, des psaumes de la liturgie catholique, de la liturgie orthodoxe, et comme c'est un grand mélomane, il nous donne aussi des airs chantés. Yves Daoudal. Merci beaucoup Cyril Farey-d'Astier d'avoir fait ce beau travail. Et vous trouverez ce livre à la bibliothèque de TV Liberté, bien évidemment, et la librairie de notre ami François Bousquet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, chers amis TV Liberté.